Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 1er septembre 2025 et notre ami le colonel Jacques Baud est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, colonel. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je suis heureux d'être de retour. Permettez-moi de commencer, colonel, par ce qui s'est passé au Moyen-Orient concernant le Yémen. Les Israéliens ont attaqué le Yémen et tué le premier ministre yéménite ainsi que son cabinet. Les Houthis ont déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle forme d'escalade et qu'ils allaient faire de même contre Israël. Ils ont déjà attaqué un pétrolier israélien en mer Rouge. Comment pouvons-nous comprendre la situation du point de vue israélien, leur façon de penser, leur manière d'escalader la situation contre les Houthis? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Nous n'avons jamais vu ce genre d'action auparavant. Ils ont attaqué l'Iran et voulu assassiner la direction iranienne. Mais l'attaque contre les Houthis, comment cela va-t-il influencer l'état d'esprit au Yémen pour combattre Israël? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que les Houthis ne sont pas un proxy iranien, comme on l'a souvent dit. Les Yéménites sont indépendants, ils sont souverains, et ils ont leur propre politique et leur propre comportement. Ce que l'on constate également, c'est que le Yémen est en fait le seul pays qui a assumé, qui a accepté l'idée de la responsabilité de protéger envers les Palestiniens. J'ai expliqué à plusieurs reprises que la responsabilité de protéger est en réalité un principe des Nations Unies, adopté en 2005, basé sur l'expérience de la guerre du Rwanda, où tout le monde a été témoin du massacre ou du génocide qui s'y déroulait, mais où personne n'a osé ou voulu agir. Et la responsabilité de protéger, le principe de la responsabilité de protéger, ou R2P, ce principe de R2P a été créé pour donner à la communauté internationale un instrument permettant de réagir à de telles situations. La R2P repose sur 3 piliers, comme on peut le voir sur le site des Nations Unies. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez consulter la responsabilité de protéger et les 3 piliers. Le premier est que chaque pays, chaque État, est responsable de la sécurité et de la sûreté de ses propres citoyens. Il a donc la responsabilité de résoudre le problème à l'intérieur de sa propre juridiction, si l'on veut. Le deuxième pilier est le devoir de la communauté internationale d'aider un pays à résoudre son problème interne afin de protéger sa population. Et donc, je vais continuer. Le troisième pilier, c'est que lorsque les 2 premiers piliers échouent, la communauté internationale a l'obligation d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Cela peut être politiquement, cela peut être militairement. L'intervention peut prendre différentes formes. Maintenant, si l'on regarde le cas palestinien, Israël est responsable de la protection, c'est très important, est responsable de la protection des Palestiniens, parce qu'Israël est la puissance occupante. Cela s'applique à la fois à la Cisjordanie, à la bande de Gaza, évidemment, mais aussi à d'autres endroits comme le Golan, par exemple. En tant que puissance occupante, Israël est responsable de la sécurité de ces personnes, des personnes occupées. Or, à Gaza, ce n'est évidemment pas le cas. Et évidemment, nous avons l'utilisation d'armes qui ne sont clairement pas là pour protéger la population, mais au contraire, pour maximiser le nombre de victimes. Et tout cela. Cela signifie donc que le premier pilier de la R2P n'a pas été respecté avec Israël et la Palestine. Le deuxième pilier, l'obligation de la communauté internationale d'assister le gouvernement, correspond en fait à l'ensemble des résolutions et condamnations de l'ONU adoptées par diverses organisations internationales, y compris la Cour internationale de justice, par exemple, qui a jugé que l'occupation du territoire palestinien était illégale et que les Israéliens devaient évacuer ou retirer les résidents israéliens de ces territoires occupés.
Et tout cela, tout ceci, donc le deuxième pilier, a également échoué parce que la communauté internationale, elle a vu les résolutions, mais elle n'a jamais fait d'effort pour que ces résolutions soient appliquées par Israël. Nous en sommes donc maintenant au troisième pilier. Et le troisième pilier, c'est que vous pouvez avoir une intervention. Maintenant, les Yéménites ont décidé de créer un embargo, non, un blocus d'Israël. Je veux dire en mer Rouge, jusqu'à ce qu'Israël accepte un cessez-le-feu, ce qui est un objectif absolument légitime, qui est tout à fait conforme au droit international. Donc toutes les actions des Houthis en mer Rouge sont parfaitement légitimes et même légales, parce que leur but n'est pas de détruire Israël. Leur but est d'obtenir un cessez-le-feu, ce que voulait l'ONU. Et donc, c'est tout à fait conforme. Le problème ici, c'est qu'aucun autre pays arabe, à l'exception possible de l'Iran, mais encore une fois, l'Iran n'est pas un pays arabe, soit dit en passant. Mais en dehors de cela, il y a d'autres enjeux qui sont évidemment en jeu. Lorsque vous avez eu les différents échanges de missiles et de drones entre Israël et l'Iran, l'année dernière en avril, puis en octobre, puis en novembre, et au début de cette année en juin, cela n'était pas directement lié à la situation palestinienne. En fait, c'était plutôt une manière pour Israël de détourner l'attention de la situation palestinienne et d'une certaine façon de faire monter l'escalade du conflit. Donc nous avons affaire à quelque chose d'un peu différent avec l'Iran. Mais la routine. Mais le colonel Netanyahou pense que s'ils peuvent agir contre l'Iran, ils peuvent faire s'effondrer tout l'axe de la résistance. Ils peuvent simplement le détruire. Oui, je sais. Encore une fois, c'est un peu le même type de rhétorique que l'on retrouve avec l'Ukraine contre la Russie. Le problème, c'est que la direction israélienne, tout comme la direction ukrainienne d'ailleurs, est piégée dans son propre récit. Et ils ont créé un récit basé sur Dieu sait quoi. Et ce n'est pas fondé sur des faits. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai dit que les Houthis ne sont pas un proxy de l'Iran. Ils ont une politique indépendante. C'est très important. Et probablement même que les Iraniens ne voulaient pas, au début, que les Houthis frappent Israël, comme ils l'ont fait, car cela compliquerait la relation avec l'Iran. Parce que, comme vous l'avez dit, Israël considère l'Iran comme la pierre angulaire de tout l'axe de la résistance, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Désolé de vous interrompre. Peut-on dire la même chose à propos du Hezbollah au Liban? Parce qu'il me semble que de la même manière, le Hezbollah reçoit le soutien de l'Iran, mais qu'il reste indépendant dans ses décisions. Absolument. Oui, absolument. Ce serait totalement faux de dire que le Hezbollah est un proxy de l'Iran. C'est encore une fois de la rhétorique venant d'Israël. Vous savez, le Hezbollah a été créé après l'invasion israélienne du sud du Liban, en 1982. Le Hezbollah lui-même a été officiellement fondé en 1985, 3 ans plus tard. Et nous avons vu lors des différentes interventions israéliennes au Liban qu'il existe ce réseau de tunnels, de bunkers et de points forts qui ont été construits. Je veux dire, si vous aviez une entité qui voulait attaquer Israël, elle ne compterait pas sur des tunnels et des choses de ce genre. Vous voyez ce que je veux dire? Ces tunnels sont évidemment des structures défensives. Et c'est cela qu'Israël veut démanteler, car ils affirment désormais que le Sud-Liban appartient à Israël et souhaitent y établir une zone tampon. La communauté internationale joue le jeu d'Israël sur ce point, ce qui est assez surprenant. Mais le Hezbollah n'a aucune revendication territoriale. Ils ne sont pas palestiniens. Ils n'ont aucune revendication territoriale envers Israël. Je veux dire, il y a quelques mètres carrés, ou probablement kilomètres, quelques kilomètres carrés
Les fermes de Sheba et quelques points le long de la frontière qu'Israël a effectivement pris au territoire libanais. Et le problème, c'est que le gouvernement libanais est trop corrompu et trop faible pour résister aux Israéliens. Et c'est la raison pour laquelle le Hezbollah existe. Ce n'est pas à cause de l'Iran. C'est une structure d'autodéfense, parce que la partie sud du Liban est chiite. Ce sont des Libanais chiites, et ils se défendent eux-mêmes. Et même en 1982, comme je l'ai dit, c'est ce qui a poussé à la création du Hezbollah. Le fait est qu'en 1982, le but de l'invasion israélienne était l'OLP. Donc si vous voulez, je peux résumer de façon extrêmement simple. Les Palestiniens étaient sunnites, pas chiites. Et au lieu de s'occuper de ces problèmes, parce que les chiites au Liban n'étaient pas satisfaits de la présence de l'OLP, il y avait plus d'1 million de personnes là-bas. Et c'était évidemment un problème, un fardeau pour l'économie locale, un fardeau pour les infrastructures locales, et tout cela. Donc les chiites n'étaient pas très heureux d'avoir les Palestiniens. Et lorsque les Israéliens sont entrés au Liban, les chiites ont en fait accueilli les Israéliens. Mais les Israéliens, au lieu d'utiliser cela ou d'exploiter les tensions internes au Liban, ne l'ont pas fait. Ils ont dit, eh bien, ce sont tous des Arabes. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Les Israéliens n'ont pas de racines, je le souligne 2 fois, pas de racines, au Moyen-Orient. Les 2000 ans et tout cela, ce n'est qu'un fantasme. Ils n'ont pas de racines. Ce sont tous des Européens. Ils viennent tous d'Europe centrale, je veux dire d'Ukraine, de Pologne, de République tchèque et de Hongrie. C'est l'origine de l'État israélien, de l'armée israélienne et de tout cela. Donc ces gens-là ne comprenaient rien aux dynamiques sociétales qui existaient. Et pour cette raison, au lieu d'utiliser les chiites au Liban, ils leur ont tiré dessus. Et c'est ce qui a créé le Hezbollah. Et depuis, en fait, le gouvernement libanais n'a jamais été en position de répondre à Israël. C'est le Hezbollah qui l'a fait. Et la raison pour laquelle le Liban n'est pas capable de répondre à Israël, c'est parce qu'il est trop corrompu. Alors que dans le Hezbollah, bien sûr, ils sont tous chiites. Ils sont tous animés par le même esprit. Et la corruption n'est pas un problème dans ce contexte. Et c'est pourquoi ils ont été plus efficaces contre les Israéliens que l'armée libanaise. Mais c'est une organisation défensive. Cela n'a rien à voir avec l'Iran. Il se trouve qu'ils ont reçu le soutien de l'Iran au début des années 80 parce que l'Iran, Khomeini, l'ayatollah Khomeini, voulait déclencher un mouvement, en fait, un mouvement anticolonialiste, qu'il a effectivement lancé, basé davantage sur la religion que sur la politique ou l'idéologie politique. Mais c'était cela. Par conséquent, ils ont reçu le soutien de l'Iran. Mais ce n'est pas. Le Hezbollah est une organisation très libanaise qui a ses propres dynamiques. Ils ont reçu le soutien de l'Iran, mais ils n'appliquent pas la politique ou la ligne politique iranienne. C'est très important. Et avec les Houthis, c'est une chose très similaire. Ils sont tout à fait indépendants. Ils ont leur propre logique et tout cela. Maintenant, pour revenir aux Houthis, ils ont mené des actions assez efficaces et je dirais assez impressionnantes contre Israël. Et je dis impressionnantes parce qu'ils n'ont pas été dissuadés, même pas par les Américains. C'est notable, car évidemment d'autres pays arabes ont peur des Américains. Mais le courage des Houthis est, à mon avis, exemplaire, vraiment, car ils n'ont fondamentalement aucun problème direct avec Israël. C'est justement cela. Ils luttent contre l'injustice et l'absence de droit de la part d'Israël, l'absence de respect du droit international par Israël, et l'anarchie. Et c'est la logique des Houthis. Évidemment, les Israéliens, au lieu d'essayer de trouver une solution au Moyen-Orient,
et on voit qu'ils signent des accords qu'ils ne respectent jamais. Cela s'est produit avec le Hezbollah l'année dernière, en novembre, lorsqu'ils ont signé le cessez-le-feu avec le Hezbollah. Ils n'ont respecté aucune des clauses de ce traité. Ils ont signé, sous la pression des Américains, en février, un cessez-le-feu avec les Palestiniens. Ils ne l'ont pas respecté non plus. Et puis, bien sûr, lorsque les outils sont entrés en jeu, ils n'ont pas non plus respecté les accords. Donc les Israéliens ont une mentalité qui tend à aggraver les problèmes plutôt qu'à les résoudre. Et maintenant, apparemment, ils ont tué le premier ministre du Yémen, ainsi que certains ministres. Et les Houthis n'ont pas peur d'escalader. Et je pense que c'est parfaitement légitime. Vous savez, les Houthis ont agi dans l'esprit du droit international, en réalité. Et ils ont fait exactement ce que font les Occidentaux. Je veux dire, quand la politique d'un pays ne nous plaît pas, nous appliquons des embargos ou des blocus ou des choses de ce genre. Pensez à Cuba, pensez au Venezuela, pensez à l'Iran. Je veux dire, nous le faisons. Quand d'autres le font, nous avons tendance à qualifier cela de terrorisme. Vous voyez? Mais en réalité, le mot terrorisme a aujourd'hui perdu toute sa valeur parce que tout le monde l'utilise non pas pour résoudre le problème, mais pour stigmatiser quelqu'un. Par conséquent, les Houthis ont compris cela, et c'est pourquoi ils appliquent cette politique de la R2P à leur manière. Et cela pourrait mener à une situation où les Houthis pourraient vouloir légitimement, et ils ont dit qu'ils le feraient, tuer Netanyahou ou des membres du cabinet. Ils le feront probablement à un moment donné. Je ne sais pas. Encore une fois, il semble que les Israéliens aient maintenant renforcé les mesures de sécurité pour le gouvernement. Maintenant, ils ont peur. Ils ne sont pas courageux. Les Israéliens n'ont jamais un peuple courageux. Il est facile d'être courageux quand on est plus fort que l'autre, vous voyez. C'est ce genre de courage qui est vraiment démontré. Les Houthis l'ont démontré. Rappelez-vous lorsqu'ils ont attaqué les Américains et que les Américains ont dû conclure un accord avec eux parce qu'ils se sont rendus compte que les Houthis étaient déterminés à poursuivre le combat et n'étaient pas dissuadés par la présence américaine, malgré toutes les attaques américaines et ce genre de choses. Donc, les Houthis sont courageux. Ce sont des gens courageux. Ils sont prêts à affronter la communauté internationale. Je veux dire la communauté occidentale, pas internationale, juste occidentale. Et évidemment, Israël, au nom de la justice. Et je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, est louable. Colonel, nous avons appris que les États-Unis déplacent leurs forces et leurs armes en Irak vers les régions kurdes, des régions arabes vers les régions kurdes. Il semble qu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient, et beaucoup de gens pensent qu'Israël attaquera l'Iran dans un avenir proche. Voyez-vous une issue différente pour Israël? Parce que s'ils n'obtiennent rien de différent par rapport à ce qu'ils ont obtenu lors de leur première attaque contre l'Iran, que cherchent-ils? Je ne vois pas Donald Trump s'impliquer autant dans la guerre. Je ne vois tout simplement pas cela arriver. Il soutiendra Israël dans leur combat, peut-être en utilisant des avions de chasse pour aider Israël, mais rien. Il n'y a pas de changement substantiel dans la nature du conflit. Si Israël, je ne sais pas ce qu'il cherche. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, le problème ici, c'est que nous voyons des acteurs irrationnels. Donald Trump n'est pas exactement irrationnel, mais il a une logique erratique, on peut le définir ainsi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait une véritable stratégie pour aborder les choses, car il a tendance à imposer la Pax Americana, on peut dire. Il essaie, par le biais de sanctions, de tarifs douaniers et de pression militaire, des choses comme ça, d'imposer des solutions.
Mais cela n'apporte aucune solution durable et à long terme au problème. Et de toute évidence, il n'a pas envie de s'engager dans un conflit au Moyen-Orient. C'est probablement vrai. Mais en même temps, vous savez, on disait la même chose en juin, et il est tout de même intervenu, parce que la pression aux États-Unis pour combattre l'Iran est énorme. Et c'est là que réside le facteur inconnu, car même si Donald Trump ne le souhaite pas, il pourrait être contraint d'entrer en conflit simplement parce qu'il y a des personnes promptes à dégainer comme Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Mitch McConnell et d'autres, qui veulent clairement une confrontation générale. Ce sont aussi ceux qui, en réalité, ne soutiennent même pas Israël, car il s'agit des soi-disant sionistes chrétiens qui s'attendent à ce qu'Israël disparaisse afin de faire venir le nouveau Messie. Israel would disappear in order to have the new Messiah. You know, we are in a very strange. Again, we are in a very. Nous sommes dans une situation très étrange. Encore une fois, nous avons affaire à des acteurs irrationnels du côté américain. Irrationnels ou ayant une approche irrationnelle de la rationalité ou une rationalité erratique. Et en Israël, ce n'est probablement pas totalement irrationnel, dans le sens où Netanyahou a une politique de guerre permanente. Il se satisfait simplement de la guerre. C'est en fait une forme de comportement sociopathique. C'est une personne très dangereuse, car il n'a aucune honte à sacrifier sa propre population pour servir ses ambitions personnelles. Et la plupart des Israéliens jouent le jeu avec lui. Soyons clairs. 82% des Israéliens soutiennent la politique de Netanyahou envers les Palestiniens. Il y a donc peut-être 18% de personnes qui sont idéologiquement contre lui. Mais en réalité, on a ici une population et une direction qui sont irrationnelles. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous attendre à un calcul rationnel sur la manière de gagner une guerre ou des choses de ce genre. Ils essaieront certainement d'infliger le plus de dégâts possible, car c'est le but du jeu, au final. Ils veulent infliger le maximum de dégâts. Probablement les Iraniens, car les Iraniens comprennent beaucoup mieux les Israéliens que les Européens ne comprennent les Israéliens. Et les Iraniens comprennent beaucoup mieux les Israéliens que les Israéliens ne comprennent les Iraniens. Cela signifie que jusqu'à présent, on peut dire, dans les différents échanges de missiles que nous avons eus l'année dernière et cette année, que même s'il n'y a pas eu, eh bien, on ne peut pas parler de victoire décisive ou de choses de ce genre à cause de la destruction. La victoire ou la défaite, disons, probablement pas la victoire, mais la défaite était très évidente du côté israélien. Israël a été vaincu parce qu'Israël n'a jamais imaginé que l'Iran pourrait répondre de manière aussi efficace. Donc, quel que soit le niveau de destruction ou le nombre de victimes, d'ailleurs, les Iraniens sont capables de riposter sans faire de victimes, alors que les Israéliens n'en sont pas capables. Et cela montre aussi que les Iraniens sont bien plus aptes à planifier des opérations. Ils ont une planification stratégique bien plus approfondie que les Israéliens. Les Israéliens se contentent de tout détruire. C'est de la diversion. Ce n'est pas un pays qui a construit quoi que ce soit. C'est un pays qui détruit depuis qu'il est là. Vous savez, cette idée qu'ils font pousser des plantes dans le désert, ce n'est que de la rhétorique. En réalité, Israël a détruit plus qu'il n'a construit, et cela va continuer. L'Iran comprend qu'il peut s'engager dans une guerre aux effets mesurés, afin, disons, de faire monter la tension, tout en gardant le contrôle de l'escalade. C'est une escalade contrôlée, si vous voulez. Israël n'a pas cette idée. Ils frapperont partout et ne seront pas capables de contrôler l'escalade. Ils n'ont pas une approche stratégique, ils ont plutôt une approche tactique du conflit, qui a des dimensions stratégiques, mais qui n'est pas stratégique en soi. Et c'est exactement ce que nous pourrions avoir maintenant. Les Iraniens comprennent les Israéliens. Ils comprennent que les Israéliens ne cesseront certainement pas leur tentative de détruire l'Iran
ou la direction iranienne, ou quoi que ce soit en Iran, en juin. Par conséquent, ils ont probablement renforcé leur défense, renforcé leur capacité à frapper Israël. Et probablement, je veux dire, je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas iranien, j'ai dit qu'ils ont cette capacité à contrôler l'escalade, ce qui signifie qu'ils sont probablement bien plus sages que moi. Parce que je dirais que dans une telle situation, on pourrait estimer que, pour avoir la paix dans la région, il faudrait raser Israël, car c'est le seul pays qui a créé le conflit. On peut donc en arriver à ce genre de raisonnement. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais étant donné qu'Israël a été incapable de respecter les traités qu'il a signés, n'a pas été capable de se conformer au droit international dans aucune situation, et a même tenté de justifier les crimes les plus terribles en mentant, en manipulant la perception et tout cela. Elle n'a jamais cessé d'attaquer ses voisins. Récemment, un ministre israélien a déclaré que la Jordanie appartenait à Israël. Ils ont dit récemment que le sud du Liban appartenait à Israël. Ils ont dit à la Syrie que la Syrie appartenait à Israël. Il arrive un moment où, si l'on additionne tout cela, on en vient à la conclusion que la seule façon d'arrêter un ennemi irrationnel est de le détruire complètement. Si l'on introduit dans l'équation la possibilité de rationaliser le dialogue, ce n'est probablement pas la solution. Et en fait, tous ceux qui ont essayé de rationaliser le dialogue avec Israël, surtout Yasser Arafat, par exemple, à la fin des années 80 et dans les années 90 avec les accords d'Oslo et tout cela, ont tenté d'avoir une relation rationnelle avec Israël. Il a dit que cela ne fonctionne pas. Israël n'a jamais respecté ce qu'il a signé. Ils ne se sont jamais sentis liés par ce qui avait été signé. Nous l'avons vu, évidemment, depuis octobre. Et il faut se rappeler que ce qui s'est passé en octobre 2023 n'est pas le début de quelque chose. C'est la conséquence de ce qui s'est passé auparavant. En fait, ce n'est que la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La situation était devenue tellement intolérable pour les Gazaouis qu'ils ont dû agir. Et c'est là que le 7 octobre entre en jeu. Donc, le 7 octobre a été la conséquence de la politique israélienne, pas le début d'une nouvelle politique du Hamas ou de qui que ce soit d'autre. C'est très important à comprendre, mais Israël refusera de le comprendre. Par conséquent, nous sommes dans une situation que l'on ne peut pas résoudre avec des arguments rationnels. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le comprennent. Cela est devenu très évident à la façon dont les Israéliens ont tenté de résoudre le problème à Gaza. Je pense que les Iraniens l'ont compris. Maintenant, comment ils réagiraient si Israël était détruit? C'est enfin, je ne peux pas imaginer que les Américains ne feraient rien si Israël était détruit, pour être honnête. Malgré tout ce que Donald Trump a dit, et son intention de ne pas s'engager dans de nouveaux conflits et des choses de ce genre, je pense que si l'Iran répond massivement à Israël, les Américains essaieront de réagir. Et probablement, d'autres réagiront aussi, car nous assistons à cette tentative des Européens d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran. Et personne ne comprend vraiment quel est le but des Européens en faisant cela. C'est probablement parce qu'ils veulent créer une situation qui leur donne une bonne raison d'intervenir militairement, et des choses de ce genre. Et c'est probablement vrai d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est probablement vrai. Nous sommes donc dans une situation extrêmement dangereuse, parce qu'elle est guidée par l'irrationalité de la direction israélienne. Et je dirais presque qu'il s'agit d'une sorte de mentalité autodestructrice que les Israéliens ont. Il est fascinant de voir que les Israéliens, en fait,
après l'échange récent de missiles que nous avons eu en juin, certains responsables israéliens ont déclaré qu'ils s'attendaient à 5000 morts en Israël. Mais les Iraniens ont en réalité été beaucoup plus subtils et ont répondu de manière très ciblée sur des objectifs très précis, minimisant ainsi le nombre de victimes. Cela a surpris les Israéliens, car lorsqu'ils ont commencé à attaquer l'Iran, ils savaient qu'il y aurait une réaction, et ils étaient prêts à sacrifier 5000 Israéliens. Cela indique donc que la direction israélienne est extrêmement irrationnelle. En plus du fait que, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, l'Iran n'a jamais promis de détruire Israël ni de l'occuper. Et même s'ils devaient détruire Israël, nous ne savons pas exactement pourquoi. Vous voyez, il n'y a en fait pas de véritable problème. Je veux dire, à part l'accusation de Netanyahou, qui affirme que l'Iran possède une arme nucléaire, ce qui, soit dit en passant, pourrait aussi s'appliquer au Pakistan ou à l'Inde. Nous savons que l'Iran n'en a pas, mais Netanyahou prétend qu'ils en ont une. Pourquoi cela poserait-il plus de problèmes avec l'Iran qu'avec d'autres? Le problème ici aussi, et c'est là qu'on a une sorte de réaction en chaîne, c'est que la raison pour laquelle Netanyahou prend l'Iran comme son meilleur ennemi, c'est parce que l'Iran est déjà l'ennemi des États-Unis. Si les États-Unis entretenaient de bonnes relations avec l'Iran, cela enlèverait toute raison à Israël d'attaquer ou de formuler des accusations contre l'Iran. Mais pour les Américains, depuis 1979, lorsque l'ambassade américaine a été occupée par ses étudiants, cela a été l'ultime, humiliation pour les Américains. Et ils n'ont jamais pardonné cela. Et donc les Américains, je veux dire, l'Iran restera un ennemi. Les Américains n'ont pas réussi à rationaliser toute cette affaire. Encore une fois, nous sommes aussi en Amérique, pas seulement, je veux dire, on a parlé de Trump, mais même avant lui, il n'y a jamais eu d'approche rationnelle du conflit avec l'Iran. Les Américains ont toujours considéré, je veux dire, depuis 1969, les États-Unis n'ont jamais accepté l'Iran comme un partenaire possible. La porte est fermée. Et c'est un peu puéril, parce que si les Américains arrêtaient cette politique stupide de sanctions et d'imposer leurs lois partout, la vie serait plus facile partout où cela s'applique. Je veux dire, on a pu le voir avec la Chine et tout cela, parce que dans la plupart des cas, ce genre de comportement de la part des États-Unis repose sur de fausses hypothèses. Vous voyez, nous avons vu cela avec la Chine, nous avons vu cela avec la Russie, nous avons vu cela avec l'Iran, et nous voyons que tout cela repose sur des hypothèses totalement fausses. Je veux dire, l'idée que l'Iran possède une bombe nucléaire, même les services de renseignement américains disent qu'il n'y a pas de bombe nucléaire en Iran. Vous avez le président qui dit « Je me fiche de ce que disent les renseignements. Eux, ils le font. » C'est au-delà du rationnel. Je veux dire, comment un État moderne peut-il être aussi irrationnel? On revient au Moyen-Âge avec ces gens-là. Ils ont une façon de penser totalement irrationnelle. J'ai mentionné Trump, j'ai mentionné McConnell et d'autres. Tous ces types, ils prétendent être inspirés par Dieu. Point final. Ils se sentent inspirés par Dieu, mais je ne suis pas sûr que Dieu serait d'accord pour détruire un pays. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est une sorte d'illusion. Carl, je pense que tu parles de l'irrationalité de l'état d'esprit en Occident. L'un des derniers exemples, c'est leur action contre l'Inde. Ils ont essayé d'imposer des droits de douane de 50% à l'Inde. Ils pensaient pouvoir faire quelque chose avec l'Inde pour faire pression sur la Russie. Le nouveau sommet, le sommet de l'OCS, montre une réalité totalement différente de ce qui se passe. Et la façon dont les dirigeants occidentaux, je parle non seulement des Européens, mais aussi des États-Unis, se sentent d'une certaine manière en position de faire pression sur chaque pays et de les mettre à genoux. Mais il ne semble plus que ce soit le cas. On voit Poutine, Xi et Modi se rassembler
Et la façon dont ils se parlent, c'est une toute autre ambiance, ce qui se passe. Et je ne sais pas si l'Occident comprend ce qui se passe là-bas. Eh bien, en fait, je pense que la posture mentale de l'Occident est restée bloquée il y a 50 ans. Je veux dire, on aurait pu avoir ce genre de comportement il y a 50 ou 40 ans. À une époque où le reste du monde, comme on l'appelle, n'était pas aussi développé technologiquement et ne disposait pas d'autant de capacités politiques, industrielles, économiques et scientifiques. Par conséquent, il était facile d'imposer la vision occidentale au reste du monde. Et c'est ce que nous avons fait de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à il y a quelques années, en réalité. Parce que nous avions la technologie, nous avions le savoir-faire, nous avions les démocraties, nous avions ceci, nous avions cela, et nous pouvions facilement convaincre les autres que nous étions le moteur du monde. Mais avec l'émergence de la Chine en particulier, et dans un avenir proche, je veux dire, ce que nous avons constaté avec la Chine à ce stade, c'est que la Chine est devenue le moteur du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde occidental dépendait beaucoup des États-Unis, économiquement, mais aussi industriellement, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le monde, pas seulement le monde occidental, mais le monde entier, dépend de la Chine à bien des égards. Nous avons évoqué les terres rares et tout cela, mais aussi la recherche et le développement, et ainsi de suite. En plus de cela, nous avons observé depuis le début des années 2000, en Occident, un comportement extrêmement irrationnel. Faire la guerre partout dans le monde, au Moyen-Orient et ailleurs, et toutes ces guerres qu'ils ont perdues. Je pense qu'il est important de le mentionner. Ils se sont engagés dans des guerres qu'ils ont perdues. Ils ont créé le chaos. Ils ont créé cette migration qui est aujourd'hui un problème en Occident. Mais cela a été créé par les mêmes personnes qui voulaient intervenir en Syrie, en Afghanistan et dans des endroits comme cela. Je veux dire, les Britanniques se plaignent aujourd'hui parce qu'ils ont trop d'immigration. Les Allemands se plaignent. Où vont les migrants qui posent problème aujourd'hui? D'où viennent-ils? Je veux dire, ils viennent d'Afghanistan, ils viennent de Syrie. Ils viennent de tous les pays qu'ils ont essayé d'envahir, qu'ils ont essayé de déstabiliser, qu'ils ont essayé de détruire. Et maintenant, parce que la vie est impossible dans les pays où nous sommes intervenus, la vie est impossible. Les gens viennent donc là où la vie est possible, c'est-à-dire en Occident. Nous avons donc créé nos propres problèmes par manque d'anticipation. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à reconnaître aujourd'hui, même en Occident. Personne, par exemple, quand on voit à Bruxelles, il y a des gens tués chaque jour par des gangs qui s'affrontent. Le trafic de drogue a atteint une ampleur considérable et c'est devenu un vrai problème pour les autorités belges. Et bien sûr, il y a beaucoup d'immigration dans ce pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils constatent le problème. Il y a les meurtres, les fusillades, mais personne n'essaie de comprendre pourquoi cela s'est produit. Personne ne remet en question les politiques que nous avons appliquées, les politiques étrangères que nous avons menées, qui ont en fait conduit à la situation actuelle. Et comme personne n'a remis en question ces politiques, nous les répétons. Parce qu'il n'y a pas d'approche autocritique de ces politiques étrangères, nous les répétons constamment. Nous continuons d'essayer de déstabiliser des peuples. Et aujourd'hui, ce que nous, en Europe, sommes incapables d'identifier, d'expliquer et de résoudre, le reste du monde l'a parfaitement compris. Et donc, ils essaient de prendre leur distance avec l'Occident, parce que l'Occident est devenu toxique. Nous sommes devenus toxiques pour le reste du monde. Et c'est ce qui motive, en fait, les dynamiques que nous avons observées au sein des BRICS, de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, comme vous venez de le mentionner,
puisqu'ils clôturent justement leur réunion aujourd'hui, je crois, en Chine. They are just closing their meeting today, I think, in China. In any case, En tout cas, ces dynamiques sont portées par des pays comme la Russie, la Chine et l'Inde, qui possèdent des économies très dynamiques et performantes. Ils investissent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement. Ils développent de nouvelles technologies et en fait, ils mettent au point des technologies que nous ne sommes plus capables de développer en Occident. Vous voyez, l'Asie du Sud-Est est désormais l'endroit où la plupart des logiciels sont développés. Dans le domaine des semi-conducteurs, la région leader est maintenant la Chine. J'inclus Taïwan, car elle fait officiellement partie de la Chine. Mais de toute façon, même Taïwan comprend que son intérêt n'est plus de jouer le jeu avec les États-Unis. Et quand on voit les problèmes que TSMC rencontre pour construire ses usines de production en Arizona, aux États-Unis, je veux dire, ils ont l'impression que c'est juste un investissement pour rien. Donc, le projet ne fonctionne pas très bien à ce stade. Et probablement, à un moment donné, et on le voit déjà à Taïwan même, beaucoup de gens remettent en question cette idée d'indépendance et tout cela. Et finalement, au bout du compte, ils entretiennent de bonnes relations avec la Chine. Ils ont beaucoup d'échanges commerciaux avec la Chine continentale, je veux dire. Alors, pourquoi devraient-ils chercher des sujets et des motifs de confrontation si tout fonctionne bien, vous voyez? Et vous verrez ce genre de comportement se développer parce que l'Est, ou l'Eurasie, je dirais, réussit, contrairement à l'Occident, dont les économies, les sociétés, tout s'effondre. Vous voyez? Et même le développement technologique ne se fait plus en Occident, aujourd'hui. Il vient toujours de l'Est. Et les Japonais commencent à le comprendre. Les Coréens commencent à le comprendre. La seule chose qui maintient ces pays du côté de l'Occident, c'est la pression politique, voire militaire, et l'argent. Nous les achetons. Mais il viendra un moment où ces peuples comprendront qu'il ne suffit pas d'être acheté par l'Occident. L'Occident ne vaut pas la peine qu'on reste avec lui. Et c'est cette évolution que nous sommes en train de vivre. Le problème ici, c'est qu'il s'agit d'une évolution normale, car en effet, la Chine a toujours été, toujours dans l'histoire, un leader dans le développement technologique. Ils ont inventé le papier bien avant l'Europe. Ils ont développé l'artillerie et les explosifs bien avant l'Europe, et ainsi de suite. Donc la Chine a toujours été un lieu d'innovation. Cela n'a pas toujours été, disons, médiatisé ou même compris en Occident, mais en Orient, c'est bien connu. Quoi qu'il en soit, il est normal que la Chine retrouve la position qu'elle occupait autrefois, et c'est ce que vous observez aujourd'hui. Le problème ici, c'est que l'Occident n'a pas su anticiper cela, n'a pas su identifier la montée de ces puissances, et a agi comme si cela n'arriverait jamais. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de voir Modi, Xi Jinping et Poutine se réunir et tenter de renforcer leur coopération mutuelle et tout cela. Mais tout cela aurait pu être détecté bien avant, anticipé. Nous aurions pu ajuster nos politiques étrangères, nos politiques commerciales, nos relations diplomatiques avec ces pays, afin de ne pas lutter contre cela, car c'est le sens de l'histoire. Il n'est donc pas nécessaire de lutter contre l'histoire, mais d'accompagner cette évolution et de tirer parti de cette évolution simplement en étant dans le sens de l'histoire. Et nous ne sommes pas capables de le faire parce que, encore une fois, nous sommes enfermés dans notre récit. Nous sommes enfermés dans cette idée que nous sommes les seuls à détenir la vérité. Nous sommes les seuls à avoir la bonne compréhension de la démocratie. Et il est très intéressant de constater que lorsqu'on regarde, il existe une organisation allemande, une ONG ou un groupe de réflexion, je ne me souviens plus exactement,
En tout cas, chaque année, ils réalisent une enquête sur l'indice de perception de la démocratie. Et en 2022, ce que l'on observe, c'est que le pays où l'indice de perception était le plus élevé, je veux dire, l'indice de perception est calculé comme la différence entre la perception des individus qui souhaiteraient vivre en démocratie et la manière dont ils estiment que la démocratie est pratiquée dans leur pays. Et lorsque l'on calcule le delta entre ces deux opinions, on obtient le DPI, l'indice de perception de la démocratie. Cela signifie que lorsque l'écart est le plus faible entre ce que l'on considère comme une démocratie parfaite et ce que l'on ressent dans son pays, le DPI est le plus élevé. Et le plus bas, enfin, en haut de la liste, si vous voulez, c'était la Chine. En 2022, comme je l'ai mentionné dans un de mes livres, le niveau perçu de démocratie le plus élevé était en Chine. Voilà. C'est là que les gens ressentaient le moins d'écart entre ce qu'ils attendent de la démocratie et ce qu'ils reçoivent du gouvernement. Juste après, il y avait la Suisse. Ce n'est pas vraiment une surprise, car évidemment le système fonctionne différemment. Mais elle était deuxième, même pas première. Et bien plus bas, on trouvait des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, etc. C'est fascinant. C'était en 2022. Cela a peut-être changé, car encore une fois, cela change probablement chaque année. Mais en 2022, la Chine était le pays où la perception de la démocratie était la plus élevée au monde. Cela signifie que lorsque nous essayons d'imposer un système, probablement, je veux dire évidemment, franchement d'ailleurs, parvenir à cela, c'est incroyable en Chine avec la taille de leur population, de réussir à créer ce genre de sentiment parmi les gens. Oui. Eh bien, le fait est que, vous savez, le sens de la démocratie est évidemment, lorsqu'on regarde le mot démocratie, on a tendance à le comprendre comme un système où il y a l'état de droit, avec une prise de décision qui repose largement sur la population, et tout cela. Donc en Suisse, par exemple, nous votons pour tout. Nous votons pour nos impôts. Nous votons pour tout. Par conséquent, les décisions prises au niveau du gouvernement devraient refléter l'opinion de la population. Et c'est probablement la compréhension traditionnelle du mot démocratie, où les gens peuvent décider de leur propre destin, et cela servira de base à la politique gouvernementale. C'est la compréhension traditionnelle. Mais vous pouvez avoir d'autres perceptions. That's the traditional understanding. But you may have other perception. That's exactly what's happening in China. C'est exactement ce qui se passe en Chine. Le problème, c'est que lorsqu'il n'y a qu'un seul parti, le Parti communiste, ce n'est pas en soi un signe de démocratie, car il n'y a pas cette pluralité. Mais en même temps, lorsque ce parti parvient à remplir précisément ce que veut la population et s'assure que celle-ci obtient ce qu'elle souhaite, cela signifie que, pour la population, oui, on ne leur a pas demandé leur avis. Oui. Ils n'ont pas pu décider eux-mêmes de ce que fait et décide le gouvernement. Mais en même temps, si le gouvernement dispose de suffisamment de capteurs au sein de la population pour adopter des politiques qui sont ajustées à ce que la population veut et dont elle a besoin, alors les gens ont le sentiment que c'est de la démocratie. Parce qu'au final, tout le système fonctionne en accord avec ce que les citoyens attendent. C'est donc une approche différente de la démocratie. Mais cela exige, évidemment, que l'on ait un gouvernement extrêmement sage, un système de partis unique extrêmement sage. Il y a beaucoup de conditions à remplir. Et apparemment, cela fonctionne en Chine. Si l'on adopte un point de vue académique, cela ne ressemble pas à une démocratie. Et je ne dis pas que c'en est une. Mais la perception du peuple, c'est que c'est démocratique, parce que tous leurs besoins et exigences sont satisfaits par le gouvernement. Donc il n'y a rien à reprocher. Quand on a des pays comme la France, où tout le monde se plaint tout le temps de tout, on n'a certainement pas une démocratie parfaite.
En fait, la France est une monarchie, mais c'est une monarchie élective. La France est quelque chose de différent. Mais en tout cas, on constate qu'aucune des exigences de la population n'est satisfaite. Le gouvernement fait ce qu'il veut et ne tient aucun compte de ce que veut la population. Et c'est la raison pour laquelle la France est très mal classée dans cet indice de perception de la démocratie chaque année. La Chine est toujours dans le haut du classement. Donc le problème ici n'est pas vraiment de savoir qui a le meilleur DPI ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que nous essayons toujours d'enseigner aux gens comment ils devraient être. Vous voyez, nous n'arrivons pas à accepter le fait que les Chinois sont probablement heureux tels qu'ils sont. Vous comprenez? Et cela, je pense, est très important. Au bout du compte, ils n'ont peut-être pas le système parfait, mais s'ils sont satisfaits de ce système, pourquoi devrions-nous intervenir pour le changer? C'est ça, le problème. Et encore une fois, je dis très souvent cela à mes collègues français aussi. Je dis, eh bien, en tant que Suisse, si je regarde la France est une dictature. Si je la regarde avec des yeux suisses, elle n'a aucune des caractéristiques que l'on attendrait d'une démocratie. Donc, pourquoi, je veux dire, un Suisse pourrait décider de changer, de renverser le gouvernement en France et de le remplacer? Bien sûr, la Suisse ne fera pas cela, et nous sommes trop petits pour le faire. Mais vous savez, qu'est-ce qui nous donne le droit d'essayer de changer les gouvernements? Si les Français sont satisfaits ainsi, c'est leur affaire. Moi, je ne le serai pas. Mais s'ils sont heureux, c'est leur problème. Et si les Chinois sont satisfaits de leur situation, eh bien, soit. Pourquoi essayons-nous de la changer? Et, vous savez, j'ai remarqué cela quand j'étais en Afrique. J'ai passé plusieurs années en Afrique. Et, en raison de la nature de mon travail, je n'étais pas toujours dans les grandes villes, mais surtout dans les zones reculées, où il y a des guerres et des conflits. Mais dans de nombreux endroits, j'ai remarqué que les communautés peuvent vivre très paisiblement. Et il existe des systèmes au niveau communautaire qui sont très éloignés de ce que nous attendons d'une démocratie idéale. Mais ils sont heureux ainsi. Et parfois on peut se demander, qui suis-je pour essayer ou vouloir changer cela? Ils ont leur propre mode de vie. C'est ainsi qu'ils ont été éduqués. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils interagissent. Pourquoi devrions-nous essayer de changer cela? Même le modèle suisse, qui pourrait être considéré comme probablement imparfait, mais disons un bon système pour la démocratie, n'est probablement pas applicable. C'est une meilleure personnellement et cette démocratie en Occident. Oui, on peut le dire ainsi. Même si aujourd'hui cette démocratie n'est plus ce qu'elle était. En tout cas, disons que c'est une bonne approche de la démocratie. Mettons-le comme ça. Mais cela résulte aussi d'une culture. C'est le fruit de notre histoire. C'est le résultat de l'éducation. C'est le résultat des comportements. Vous savez, les Suisses ont tendance à être pacifiques. Nous n'essayons pas de provoquer les gens ou de penser de cette façon. Et donc, nous acceptons d'autres langues. Nous vivons avec 3 langues nationales. Même en Belgique, 2 langues, c'est presque impossible. Ils sont antagonistes, même avec seulement 2 langues. En Suisse, nous en avons 3, voire 4, je pourrais dire, et nous pensons pouvoir vivre paisiblement avec cela. Nous nous comprenons, nous apprenons, nous comprenons, je veux dire sémantiquement, linguistiquement, mais aussi nous comprenons les gens intellectuellement. Linguistically, but also we understand intellectually people. We accept different understanding, different culture. Nous acceptons différentes compréhensions, différentes cultures. C'est l'histoire. Ce serait une illusion d'exporter le modèle suisse en France, par exemple. Cela ne peut pas fonctionner. Vous voyez, lorsque je parle avec mes collègues français et italiens, et que je dis que dans l'armée suisse,
la Suisse n'a pas d'armée professionnelle. Nous avions donc tout notre équipement militaire, y compris le fusil, l'armement et les munitions, à la maison. Ainsi, chaque citoyen, lorsqu'il fait son service militaire, rentre chez lui avec tout son équipement militaire, combinaison NBC, tenue de combat, tout, plus son fusil d'assaut et les munitions correspondantes. Et il les garde chez lui. Maintenant, quand vous dites cela en Italie ou en France, ils répondent « Eh bien, si vous faisiez cela chez nous, il y aurait une révolution le lendemain. » Et c'est probablement vrai d'ailleurs, car tout cela est le résultat d'une culture. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas que les Suisses sont parfaits, mais que c'est le fruit d'une histoire et d'une culture. Et chaque pays a sa propre culture et son histoire. Ils y sont habitués. Que ce soit bien ou mal, vous savez, c'est pas la question. C'est leur façon de faire. Et nous devrions avoir l'honnêteté intellectuelle d'accepter leur manière d'être. Et s'ils ont besoin de s'améliorer, ils s'amélioreront, tout comme nous avons dû nous améliorer. Je veux dire, la Suisse a été créée en 1291. Elle a évolué depuis. Nous avons eu des guerres, nous nous sommes battus les uns contre les autres, nous avons eu des batailles, nous avons eu des révolutions. Nous avons connu tout cela pendant plus de 700 ans. Et nous avons ce pays aujourd'hui, comme cela s'est produit dans d'autres pays. Vous avez la même chose, la même histoire. L'histoire d'un pays ou d'une société est faite d'ajustements et de réajustements constants. Et laissez-les faire cela. Pourquoi devrions-nous provoquer cela? Pourquoi devrions-nous avoir des gens, des forces spéciales, des services spéciaux, qui essayent de subvertir des gouvernements en promouvant le terrorisme et des choses de ce genre? Je veux dire, il y a des pays comme le Royaume-Uni, la France et les États-Unis qui promeuvent le terrorisme. Ces pays promeuvent, financent et créent le terrorisme, sans même parler d'Israël, car c'est presque un synonyme quand on en parle. Mais pourquoi cela? Pourquoi en avons-nous besoin? Tous ces pays, quel que soit leur type de gouvernement, seraient très heureux de commercer avec nous. Et où est le problème? Pourquoi devrions-nous avoir un problème à commercer avec le pays X, X ou Z, quel que soit le gouvernement qu'ils ont? Vous voyez, c'est là le problème. Nous n'avons pas la sagesse en Occident de comprendre cela. En conséquence, nous sommes surpris par ce qui se passe en Eurasie, je veux dire, dans le reste du monde en général. Les sanctions, taxes ou tarifs appliqués au Brésil sont un bon exemple du mauvais comportement de l'Occident. Simplement à cause d'un problème interne au Brésil, les États-Unis imposent des sanctions et des tarifs. Et il en va de même pour l'Inde. Vous avez posé cette question, et pour l'Inde, il est clair qu'en raison de la taille de son économie, des défis internes, avec une population très pauvre et la nécessité de développer une économie dans un cadre social qui n'est pas très riche, alors bien sûr, commercer du pétrole avec la Russie est d'une certaine manière une question de survie. Et c'est exactement ce que Jaishankar a expliqué récemment. Il a dit, eh bien, si cela ne vous convient pas, allez simplement ailleurs. Cela nous est égal. Nous avons nos priorités nationales. Nous élaborons nos politiques intérieures. Nous voulons nous développer nous-mêmes et nous entretenons nos relations avec la Russie ou d'autres en fonction de ces priorités. Maintenant, qui êtes-vous, l'Occident, pour nous imposer des partenaires commerciaux ou des prix pour les matières premières, le pétrole et ce genre de choses? Vous savez, c'est une arrogance occidentale qui rappelle le vieux passé colonial que nous avons connu lorsque nous sommes encore, nous restons dans cette situation où l'Occident décidait de tout partout. Ce n'est plus la voie à suivre. Encore une fois, nous sommes désormais dépassés par la Chine dans presque tous les domaines. Parce qu'au lieu de faire la guerre partout dans le monde,
Ils ont investi dans la recherche et le développement. Ils ont investi dans l'éducation. Le système éducatif que nous avons en Occident est en train de s'effondrer. Aux États-Unis, il y a à peine des gens qui peuvent, je veux dire, à part ceux qui sortent de ces grandes universités. Les autres comprennent à peine le monde et ne savent probablement même pas lire. Et nous avons le même problème en Occident. Je veux dire, en France, en Belgique, beaucoup de gens ne savent même pas lire ou écrire leur propre langue. Et ne parlons même pas de l'arithmétique ou de choses comme ça. Les gens ne sont pas capables d'additionner deux nombres. Ils ont un téléphone portable pour ça aujourd'hui. Donc, se reposer exclusivement sur les téléphones portables pour faire tourner une économie signifie que le niveau intellectuel global de la société s'effondre. Et c'est exactement ce que nous avons. Par conséquent, ce que nous observons aujourd'hui en Europe n'est pas seulement la conséquence de politiques mal avisées que nous avons adoptées après février 2022, avec l'opération militaire spéciale russe, mais cela reflète aussi les politiques erronées que nous suivons depuis au moins 25 ans. Car nous avons dépensé tout notre argent à faire la guerre partout dans le monde pour rien. Je veux dire, pour déstabiliser des sociétés. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Regardez la Suède. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, vous savez, quand Angela Merkel, lorsqu'il y a eu ces événements en Syrie qui ont en fait été créés par l'Occident, car nous avons créé cette situation en Syrie, en déstabilisant le gouvernement syrien, et tout cela, provoquant ainsi tout ce flux de réfugiés que nous avons connu en 2015, 2016, et ainsi de suite. Toutes ces personnes sont arrivées en Allemagne, et Angela Merkel a même utilisé cette expression célèbre, Wir schaffen es, ce qui signifie nous pouvons le faire, pour accueillir ces personnes. Environ 1 million de réfugiés. Mais aujourd'hui, ils en paient le prix. Car lorsqu'un million de personnes arrivent, cela change aussi la structure de la société. Toute la logique de la société évolue, non seulement parce qu'une autre culture arrive, mais aussi parce que les relations entre les gens changent. Lorsqu'il y a un afflux massif de personnes venant de l'extérieur, avec une mentalité totalement différente, une autre façon de penser, etc., cela crée les bases de ce que j'appellerais le communautarisme. Je ne suis pas sûr que le mot existe en anglais. Mais cette idée selon laquelle les groupes ont tendance à s'isoler les uns des autres, et l'on crée des sociétés dans la société. And you create societies within the society. That's exactly what you have in France, for instance. C'est exactement ce que vous avez en France, par exemple. Et lorsqu'une société existe au sein d'une autre société, il devient très difficile d'avoir un développement homogène et harmonieux, car alors, cette société minoritaire a tendance à prendre trop de place. Et vous voyez cela en Suède. Maintenant, ils essaient de se débarrasser de tous ces migrants qu'ils ont accueillis en 2015, 2016, 2017. Cela était dû à une mauvaise compréhension de ce qui se passait en Syrie. En fait, ce qu'ils ont reçu dans ces pays, je veux dire l'Allemagne, la Suède, etc., c'étaient les extrémistes. Ce sont ces personnes qui ont alimenté les djihadistes, qui étaient pourchassés par le gouvernement syrien. Et bien sûr, ils ont fui vers l'Occident et sont venus en Suède. Donc la Suède n'a pas accueilli le meilleur de la société syrienne. Ils ont récupéré tous les extrémistes qui n'étaient pas disposés à rester en Syrie parce qu'ils y étaient menacés. Et maintenant la Suède en fait exactement l'expérience. C'est une totale incompréhension de la situation. Et c'est quelque chose de très frappant. Encore une fois, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Comme l'indique mon titre à l'écran, vous voyez, ancien renseignement, renseignement stratégique. Le but du renseignement stratégique est précisément de détecter cela, d'alerter le gouvernement, d'expliquer au gouvernement quelle est la situation. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui en Allemagne, en Suède, en France et dans d'autres pays, indique que leurs services de renseignement
ne sont clairement pas à la hauteur. Ils sont incapables d'évaluer la situation. They're incapable of assessing the situation. They have been incapable of assessing the. Ils ont été incapables d'évaluer la situation telle qu'elle était. Et maintenant, ils sont surpris. Et maintenant, ils sont biaisés et appauvris. Car l'évaluation qu'ils avaient faite à l'époque s'est transformée en problèmes de sécurité, des problèmes de sécurité intérieure dans ces pays. Nous en sommes donc exactement là. Cette incapacité à anticiper les problèmes, à comprendre les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Vous voyez, c'est exactement ça le problème. Et cela explique précisément pourquoi l'Occident s'effondre aujourd'hui. Parce que nous avons rompu tous les liens avec ces peuples. Avec la Chine, parce que c'est une dictature. Avec la Russie, parce que c'est une dictature. Avec Modi, parce que c'est une dictature. Ou parce qu'ils soutiennent des dictatures. Et bien sûr, l'Iran et tout cela. C'est tout le contraire. Si nous avions de l'influence dans ces pays, si nous aidions ces pays à se développer de manière harmonieuse, nous devrions au contraire entretenir de meilleures relations avec eux, avoir des relations commerciales normales, traiter ces personnes comme des gens normaux, en acceptant qu'ils puissent être différents. Et s'ils ont besoin de changer, ils changeront. Les gens ne sont pas stupides. Je veux dire, vous venez d'Iran. L'Iran a une population qui a toujours été traditionnellement très tournée vers l'Occident. Mais maintenant, ils détestent les Occidentaux parce que les Occidentaux essayent toujours de perturber et de détruire le pays. Donc, ils ne nous aiment pas. Mais culturellement, la société iranienne est très orientée vers l'Occident. Et cela s'applique à tout le monde. Cela s'applique à la direction du pays. Ils ne sont pas opposés à l'Occident. Mais puisque l'Occident essaie constamment de renverser le gouvernement, de détruire et de soutenir Israël aveuglément dans des politiques que personne ne peut expliquer, car personne ne peut expliquer pourquoi Israël voudrait détruire l'Iran. Il n'y a aucune explication rationnelle à cela, mais nous restons attachés à ces idées. Nous continuons à soutenir Israël dans des politiques irrationnelles, et par conséquent, nous ne sommes pas capables de comprendre comment ces sociétés évoluent, en particulier la société iranienne. Merci beaucoup, colonel, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. That was my pleasure. Thank you very much. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup.